Bonjour YouTube, hello les amis de travailler et vivre en Scandinavie. Alors ici on parle de quoi? Ici on parle que de voyage, de la diaspora qui veut immigrer en Suède, notamment dans les pays nordiques. Donc si c'est pour une toute première fois que tu me reçois, sois les bienvenus. Et accroche-toi à cette chaîne parce que dans cette chaîne, je dévoile tous les secrets, tout ce qu'il te faut pour pouvoir mieux comprendre la zone nordique de l'Europe, notamment ici en Suède, dans lequel j'ai l'opportunité de m'expatrier. J'ai eu l'opportunité de m'expatrier depuis 4 ans et je peux, avec les peu d'expérience que j'ai pu acquérir sur le terrain, te dévoiler comment facilement, pas aussi facilement que ça, mais comment tu peux venir ici en toute tranquillité si tu vis déjà dans la diaspora et tu te retrouves dans des pays où le système de vie sociale est encore un peu compliqué pour toi parce que tu en as déjà fait 5, 10, 15 ans, même 20 ans et tu ne te retrouves pas toujours parce que l'objectif c'est quoi? Nous avons quitté notre cher continent malheureusement en quête de meilleure vie et les meilleurs systèmes européens de vie sociale ne se trouvent pas ni au sud, ni à l'ouest, ni à l'est de l'Europe, mais les meilleurs systèmes se trouvent ici au nord de l'Europe. Donc, si c'est pour une toute première fois que tu me découvres, n'hésite pas à t'accrocher à cette chaîne afin de pouvoir obtenir assez d'informations. Et pour les anciens qui sont déjà en train de suivre le train avec moi, cette semaine, nous allons enfin parler de l'expatriation du point de vue de vie sociale, c'est-à-dire pas le lien du mariage pur et simple. Si vous avez un conjoint ou une conjointe ici en Suède, si vous vous êtes rencontrés quelque part dans le monde et notamment en Europe bien sûr et vous avez votre conjoint ici en Suède et vous ne savez pas exactement comment vous pouvez vivre ensemble et pouvoir t'installer ici définitivement. J'ai une très bonne nouvelle pour toi parce que j'ai eu un entretien avec un français, mais d'origine, un binational français d'origine béninoise qui m'a livré son témoignage. C'est un compatriote qui vit au niveau de Gothenburg, qu'on appelle communément ici en suédois Göteborg. Et il m'a livré son témoignage et je profite de cette occasion pour demander à tous ceux qui suivent cette chaîne, qui vivent en Suède et qui aimeraient partager leur témoignage, de s'appeler par Zoom et d'enregistrer cet entretien parce que avec mon cher compatriote qui va bientôt, le témoignage ou l'entretien du compatriote qui va bientôt passer, c'est pas Zoom que j'ai pu l'avoir et finalement on a pu atteindre nos objectifs. Donc si tu vis ici en Suède et tu aimerais partager ton témoignage, comment tu as pu t'intégrer, tu as pu quitter un pays de l'Union européenne et tu t'es installé ici, contacte-moi en inbox et tu ne seras pas déçu. Nous allons voir en quelle mesure on peut enregistrer ton interview. Ou si je peux me déplacer physiquement vers toi, je suis disponible. Il suffit seulement que nos calendriers puissent être compatibles et nous allons le réaliser. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à l'entretien. Et n'oubliez pas surtout, vraiment n'oubliez pas surtout, la chaîne est en train de grandir et elle est en train de grandir grâce à vous qui êtes au quotidien avec moi et qui m'aide à partager tous les contenus qui se passent sur cette chaîne. Donc, je vous en prie, le travail n'est pas terminé. Continuez toujours par partager, continuez toujours par liker et puis on va se dire à très bientôt. Ciao. C'est encore un plaisir pour moi ce matin où ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez en ce moment.
Et comme je l'ai promis, et la série des entretiens continue toujours. Et cette fois-ci, nous sommes dans un domaine bien spécifique qui est le rapprochement familial ici en Suède. Et j'ai l'honneur ce soir de vous présenter un ami, quelqu'un qui aussi a quitté un pays de l'Union européenne et qui finit par s'expatrier ici en Suède. Et je n'en dirai pas plus parce qu'on aura, du temps pour décortiquer, pour aller en profondeur, en détail, comment il a pu pas facilement, mais faire cette transition de son pays d'accueil ou de son pays, oui, effectivement, d'accueil ici en Suède. Oui. Donc, oui, Monsieur Jules, c'est un plaisir pour moi de t'avoir sur ma chaîne. Et tu es la seconde personne qui est en train d'intervenir sur ma chaîne YouTube, Travailler et vivre en Scandinavie. Et parce que depuis 4 ans que je vis ici, j'ai remarqué un constat et je pense que le constat est partagé. Et nous sommes concentrés en Europe de l'Ouest, surtout les Africains, la diaspora sud-saharienne. Nous sommes plus concentrés en Europe de l'Ouest et notamment au Sud, pensant que les meilleurs systèmes de vie sociale européenne se trouvent là-bas, alors qu'il faut aussi aller un peu au nord de l'Europe pour se rendre compte que la vie est moins, la structuration de la vie sociale est plus avancée et mieux structurée que ce que nous avons de l'autre côté, comme la France et autres. Maintenant, sans plus tarder, je te laisse la parole pour te présenter à l'état civil et comment est-ce qu'on te nomme et voilà. Ça marche, merci, merci mon ami Kofi. Donc moi, c'est Jules Wessou, hein. Je suis béninois d'origine et puis j'ai vécu quelques années, une quinzaine d'années en France avant de m'expatrier ici en Suède, où je vis maintenant depuis 5 ans, oui, 5 ans maintenant, avec ma famille ici. Voilà, bref et courte présentation. Ben, écoute, Gilles, c'est un plaisir pour moi de t'avoir sur ma chaîne YouTube Travailler Vivre en Scandinavie. Et repassons un peu vers la genèse de ton expatriation en France. Comment es-tu venu en France et quelles sont les raisons pour lesquelles tu as quitté notre très cher continent et l'Afrique? Oui, donc pour moi, ça a été, je dirais, c'est un peu de la chance. Mon père, il travaillait on va dire, dans l'administration béninoise. Il a été muté à Paris au début. Donc, il est parti du Bénin et puis nous, on est resté là-bas pendant 1 an. Et après, il s'est débrouillé pour nous ramener en France, principalement pour faire des études là-bas, pour aller à l'école et puis avoir une éducation scolaire un peu plus solide. Et la raison pour laquelle il a fait ça aussi, c'est parce que dans le temps, on était au Bénin, pour pouvoir s'en sortir avec l'école, il fallait qu'on aille en privé. Donc, on a essayé l'école publique béninoise, malheureusement, ça ne marchait pas très bien. En ce temps-là, il y avait trop de grèves et pas d'éducation. Du coup, il nous avait mis, moi et mes sœurs, en privé. Et puis, il y a quand même un coût lié à ça. Et puis, dès qu'il a eu l'opportunité d'aller travailler pour une courte période à Paris, il a fait de son mieux pour nous ramener là-bas pour pouvoir aller à l'école là-bas et avoir une formation plus régulière et un peu plus solide. Oui, et là, c'est super bien et ça permet je le fais juste parce que et ça permet à ceux qui nous suivent, celles et ceux qui nous suivent, de comprendre qu'on peut partir de rien du tout, on peut, quel que soit ton background, et t'intégrer dans la société suédoise. Et c'est l'objectif de la chaîne.
Donc, voilà, tu te retrouves en France et tu finis par te naturaliser comme tout le monde. Et c'était quoi la suite? C'est comment ça s'est passé? Et comment dirais-je, a été ton cursus professionnel? Oui. Donc, bon, pour revenir sur la France, après mes études, collège, lycée, après le bac, du coup, j'ai intégré une école d'ingénieur pour faire de l'ingénierie généraliste, plutôt orientée mécanique. Donc, après mon diplôme d'ingénieur, c'est là aussi que tu te rends compte que la vie d'étudiant et la vie de travailleur en Europe et surtout en France, il y a quand même une étape entre les deux. Les choses se compliquent un peu plus. Et puis, moi, j'ai eu la chance, enfin, une chance concours de circonstances qui fait que j'ai été embauché en CDD après mon stage de fin d'études. Et du coup, ce que j'avais fait pendant le stage, ça a plu à l'entreprise. Ils ont voulu me garder pendant une période. Et eux, ils m'ont franchement aidé pour pouvoir faire toutes les démarches administratives et changer de mon statut étudiant à statut, on va dire, résident, salarié, pour pouvoir commencer à travailler. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler en France. Et puis après, s'il faut dire, c'est pendant mes études d'ingénieur en France, j'ai eu l'opportunité de venir en Suède pour faire un semestre d'échange. Du coup, on avait utilisé ce programme qu'on appelle Erasmus. Je pense que ça existe encore, mais je ne sais plus si c'est toujours sur le même nom, où on peut aller à l'étranger et faire un cursus dans une autre université et pour pouvoir valider son diplôme. Donc, c'est ce que j'ai fait en 2010-2011. Et c'est pendant mon cursus ici en Suède que j'ai rencontré ma femme. L'amour t'a rencontré. Voilà. On étudie, et puis voilà, c'est là où on s'est connus, mais c'est quand après mon retour en France, et elle m'a rejoint là-bas, et puis on s'est mis ensemble. Mais la vie a été beaucoup plus difficile pour elle là-bas pour s'intégrer et trouver du boulot. Et donc, au fur et à mesure, avec le temps, on a refait le chemin inverse pour revenir en Suède. Donc théoriquement, tu t'es expatrié en Suède parce que le cœur y était Oui. Et à la suite, tu as fini par t'installer définitivement. Parce que au niveau de la France, ton épouse n'était pas en mesure de trouver du travail, d'être acceptée sur le marché du travail. Et donc, tu as préféré la suivre pour venir ici en Suède. Et on le dit parce que plusieurs personnes peuvent aussi se retrouver dans ton cas et ne sachant pas exactement comment faire cette transition de vie, quoi, tu vois. Donc, sur le plan professionnel, vu que toi, tu abandonnes ton travail en France et tu débarques ici en Suède, et comment as-tu pu t'intégrer sur le marché suédois, sachant que tu ne parles ni le suédois, tu ne parlais ni le suédois, et tu avais simplement comme langue secondaire l'anglais? Oui, c'est ça. Donc, je dirais ce qui a fait ce qui a favorisé mon intégration, ça va être, je dirais, mon parcours professionnel. On va dire ça comme ça. Donc, déjà, l'anglais, comme tu disais, j'ai bien fait de venir en Suède pour faire un de mes semestres étrangers ici, parce que c'est vraiment ici que je me suis amélioré en anglais. Et en France, quand j'étudiais là-bas, j'avais pas, je prenais des cours d'anglais, mais je faisais pas de progrès. J'étais pas capable de tenir des conversations. Et puis, il y a toujours ce ressenti que les gens vont se moquer de toi quand tu parles anglais parce que tu as un accent africain ou voilà, accent français qui s'entend. Et puis, les gens sont un peu trop, ils te jugent un peu trop là-bas en France. Il y a beaucoup de clichés. Il faut oser. Il y a beaucoup de clichés. Ouais. Et du coup, mon anglais n'était pas vraiment bon là-bas avant mon voyage en Suède. Mais quand je suis arrivé ici,
Et j'étais étranger, personne ne parle français ici, c'est soit suédois, soit anglais. Et puis il y a d'autres étrangers aussi. Au bout d'un moment, tu es obligé de te nourrir et de sortir, enfin de vivre, quoi. Donc tu te forces à parler l'anglais, même si tu as des problèmes. Et c'est comme ça que j'ai débloqué ce complexe ou cette peur de parler anglais devant les autres. C'est comme ça que j'ai débloqué ça. Et à la suite de mon diplôme, donc mon premier emploi, j'étais dans une société plutôt française et on parlait principalement français, même si Ici j'avais en un peu de Suède. documentation. Non, en France, avant Ah, de ok. bouger en Suède. Donc, et après ça, quand j'ai fini là-bas, j'ai retrouvé un autre boulot chez Autoliv, qui est une entreprise internationale et qui travaille avec beaucoup de constructeurs automobiles. Et la langue officielle de travail, c'est l'anglais. Et en plus, comme j'avais un niveau d'anglais convenable et que je m'en sortais bien, j'ai travaillé principalement avec des projets, sur des projets avec des Italiens. Et du coup, aussi, c'était l'anglais, le moyen de communication. Donc ça, ce boulot m'a permis d'améliorer un peu plus mon anglais aussi et d'avoir un anglais professionnel et qui fonctionne. Et donc, quand ma femme a décidé, quand on a pris la décision qu'elle va retrouver du boulot ici et revenir en Suède, et quand elle a fait le démarche, moi, après qu'elle a passé sa période d'essai, et qu'on est sûr qu'au moins elle a son boulot, un truc stable, parce que ça aussi, il faut y penser, avoir une certaine stabilité ou un certain point de repère avant de pouvoir bien bouger, ou avoir un socle pour pouvoir gérer le reste aux alentours. Du coup, une fois que son boulot est lancé ici, moi, j'ai démissionné de mon emploi en France. Et pendant la période où j'ai démissionné, j'ai aussi appris que la même boîte ici en Suède il y avait des collègues avec qui que je connaissais de nom, avec qui je travaillais régulièrement, et qui partaient en congé parentaux. Et donc, ce qu'il faut savoir qu'en Suède, ici, les congés parentaux sont sacrés, on peut dire ça comme ça. C'est important de passer du temps avec sa famille. Du coup, c'est pas des congés de 2 semaines. Et C'est je pas des congés de précise 2 semaines que peut-être, si prennent tu les me gens. permets, précise peut-être, si tu me permets, qu'en ce moment, tu es en train de jouir de tes congés parentaux en tant que père. Voilà. En ce moment, je suis à la maison en tant que père pour quelques mois avec mes enfants. Et donc, le collègue qui était un homme, en effet, était censé partir en congé parental pendant 9 mois. Et sachant que dans le boulot, ils avaient besoin du personnel, ils avaient besoin du monde pour continuer le boulot. Du coup, j'en ai profité pour parler et postuler et dire que de toute façon, je quitte la boîte en France pour venir en Suède et que je suis à la recherche de boulot. Et c'est comme ça qu'ils m'ont proposé un poste ici et qu'ils m'ont embauché directement. Et donc, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que, voilà, comme je disais, j'avais le diplôme et je travaillais dans le domaine, donc je connaissais ce que je faisais. Le travail que je faisais était apprécié de mes responsables. Du coup, l'avantage que les gens avaient ici en Suède de me prendre directement, c'est de savoir que, genre, je viens lundi, ils me donnent un ordinateur et je suis opérationnel. Et donc, ça, c'est quand tu peux bien gérer un boulot, quand tu as des compétences, des choses comme ça, et ça facilite beaucoup de choses. Les gens t'accueillent vraiment à bras ouverts pour que tu puisses rentrer dans le Ils n'ont système. pas eu le temps de te former à leur manière avant que tu ne t'insères dans leur système. Non. Parce que tu avais déjà l'expertise, tu avais déjà, comment dirais-je, comment est-ce qu'on appelle ça maintenant, le mot m'échappe. Tu avais déjà, wow. J'avais les compétences, je connaissais le domaine. Effectivement. L'expérience, voilà. Oui, oui. Donc, comme tu disais, la langue, je ne parlais pas suédois, mais comme je me débrouillais en anglais, ça suffisait largement pour communiquer et pour pouvoir rentrer dans le monde actif directement en Suède. Wow. C'est comme ça que professionnellement, la transition s'est réalisée beaucoup plus facilement que ce que j'avais planifié. Parce qu'à la base, moi, dans ma tête, voilà, j'avais démissionné, je m'étais dit, je sais que ici, les gens quand tu as des compétences, tu peux trouver du boulot. Par contre, il faut être sur place pour pouvoir faire les démarches, aller vers les gens, prouver ta motivation.
et montrer que tu veux vraiment travailler. Et donc, c'est ça, c'était l'idée sur laquelle j'étais parti à la base. À la base, c'est-à-dire être sur le terrain et te battre, voilà. Décrocher le premier boulot. Parce que souvent, la crainte de tous ceux qui convoitent plus ou moins la Suède, c'est comment décrocher le premier boulot. Oui. Et chacun a son histoire, chacun a son étoile, et chacun a, au fait, qu'est-ce que je peux dire? Chacun a une route à suivre dans la vie, tu vois, un plan de vie. Donc, étant à l'extérieur de la Suède, c'est possible que vous pouvez décrocher, mais la probabilité vous sera beaucoup difficile, faible que si vous êtes sur le terrain. Oui, oui. Et c'est toujours mieux de s'imprégner, d'arriver sur le terrain, de voir exactement comment les choses se passent, de discuter avec des gens et d'aller vers les gens. Ça facilite le contact physique. C'est toujours, ça aide beaucoup, ça augmente les chances de réussir. Les chances de pouvoir décrocher ton premier boulot. Donc, ceci étant, voilà, on sait plus ou moins comment tu as pu faire cette transition vers la Suède. Et maintenant, en matière de documents, en matière de légalité sur le sol suédois, comment as-tu effectué cette transition? Bon, avant notre départ, ce qui était important pour moi, sachant que, disons, quand je vivais en France et que j'avais les titres de séjour, mais que j'étais pas naturalisé, mais j'étais seulement béninois et j'avais mes titres de séjour, je pouvais faire des allers-retours entre la Suède et la France, comme c'est dans l'Europe. Oui. Tu peux faire des allers-retours et rester. Voilà. Voilà. Je pouvais rester ici, si je me rappelle bien, 3 mois sans besoin de prouver. Voilà, sans besoin de prouver à qui que genre des justificatifs ou quelque chose. Voilà. Mais quand j'ai pris la décision de bouger, je m'étais mis dans la tête à revenir au moins 6 mois. Essayer vraiment de trouver quelque chose ici pendant 6 mois. Ce qui impliquait qu'il fallait que j'ai une pièce d'identité qui me permet de rester sur le territoire. Et pour éviter de faire des démarches, parce que à la base, je ne connaissais pas bien le système suédois. Le processus suédois. Et puis ma femme ne connaissait pas non plus, puisqu'elle est suédoise, elle n'est pas étrangère. Parce qu'il faut savoir qu'en Europe, tu as un système qui est bien fait pour les locaux, les habitants, mais tu as aussi d'autres systèmes pour les étrangers qui sont souvent beaucoup plus compliqués. Et en basant sur mon expérience en France, c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, j'avais décidé de faire toutes les démarches nécessaires pour avoir ma nationalité française avant de bouger pour une longue période. Et c'est ça, mon passeport français, la naturalisation française qui m'a permis on va dire, de me détendre, enfin, d'oublier un peu les parcours de combattants qu'on a vis-à-vis des visas et puis des choses comme ça. Du coup, je savais en étant français, voilà. Et en étant français et en étant toujours en Europe, j'ai pas besoin de titre de séjour supplémentaire. Je peux vivre ici à partir du moment que j'ai un boulot et des revenus suffisants pour rester sur le terrain. Et la nationalité française me suffit. Et donc, c'est comme ça que moi, je fais, en ayant d'abord la nationalité française avant de décider de venir vivre ici. Et une fois arrivé sur le terrain, là, du coup, j'ai commencé à faire les démarches nécessaires, des démarches qui me permettent qui facilitent un peu ma vie de tous les jours. Des choses toutes simples, genre avoir un permis de conduire international ou un permis suédois. Échanger un permis suédois, c'est beaucoup plus facile. C'est utilisé ici comme pièce d'identité. Donc, mon passeport français, je le sors rarement. C'est juste pour faire des voyages. Donc, mon permis me suffit. Donc, tu, comment dirais-je, jusqu'à présent, tu as gardé ta double nationalité française. Oui, français béninois. Ce qui te permet de vivre dans le système suédois. Voilà. Sans autant avoir un titre de séjour suédois, c'est ça? Non. Pour la première fois où je suis venu ici, j'avais pris
un titre de séjour suédois. Avant même de venir, j'ai fait la démarche, ça se fait en France, à l'ambassade de la Suède, pour avoir un titre de séjour. Et ça, c'était dans l'objectif d'avoir l'autorisation de travailler ici. Parce que comme je disais tout à l'heure, je pouvais vivre, je pouvais rester ici un certain temps sans problème. Par contre, je n'étais pas autorisé à travailler en Suède. Du coup, j'ai fait une demande de titre de séjour qui était valide 2 ans. Mon premier titre de séjour que j'ai eu, c'était valide 2 ans. Et pour faire cela, comme moi, je venais vis-à-vis de ma relation avec ma femme qui est suédoise, du coup, il a fallu qu'on prouve à l'administration que notre relation est sérieuse et que je venais ici pour pouvoir continuer notre relation et puis travailler aussi. Donc, depuis la période où on s'est mis ensemble, genre le nombre de fois où on s'est vu, les voyages aller-retour entre la France et la Suède qu'on a fait, tous les justificatifs, on les a approuvés, on les a donnés. Et puis, les rencontres entre les familles aussi. Genre, c'est pas... Si tu as rencontré une Suédoise seulement sur Internet et vous avez discuté, elle est venue te voir et toi, tu es venu la voir seulement, mais les familles ne se connaissent pas, ça ne suffit pas. Il faut prouver la solidité de votre relation. Du coup, quand moi, j'étais dans sa famille, les photos, même les photos qu'on a prises, des événements familiaux qu'on a eu à faire, on a montré des justificatifs, des photos suffisent parfois pour montrer que voilà, tu étais à tel endroit, tu as fait telle chose avec la famille, eux aussi, ils ont fait pareil. Et tout ça pour avoir le titre de séjour au départ qui me permettait de travailler. Donc, c'est avec ça que je suis venu au début. Et quand j'ai eu ça, je n'avais pas la nationalité en ce temps-là. Je n'avais pas la nationalité française. Française, ok. Donc, Okay. oui, voilà. Ça, c'était pour cette raison que j'avais fait la demande de titre de séjour. Sinon, avec la nationalité française, on peut voilà, c'est ça, un permis de travail. C'est ça le nom même. Oui. Oui. Donc, sinon, je pense que à travers ton témoignage, ceux qui nous suivent en ce moment doivent déjà doivent réaliser que même depuis leur pays d'accueil de l'Union européenne dans lequel ils sont actuellement, et s'ils veulent vivre en Suède, travailler en Suède, ils peuvent déjà constituer un dossier d'un permis de travail étant dans leur pays d'accueil. Oui. Tu vois? Et le processus va prendre son temps et aboutir. Ils peuvent avoir des propositions d'emploi. Je ne sais pas comment qu'ils se rapprochent vers les autorités suédoises de leur pays et d'accueil où ils se trouvent ici en Europe et être en mesure d'avoir plus d'informations en matière du monde du travail vers la Suède, ou bien? C'est ça. C'est tout à fait ça. Comme tu disais tout à l'heure, c'est possible de chercher du travail à distance sur Internet. Il y a toujours des liens. C'est un peu plus compliqué, mais c'est possible. Donc, en faisant cette démarche en parallèle et en justifiant de diplômes, on va dire demandés, bien appréciés sur le marché ici, on peut faire les demandes de permis de travail aussi en parallèle. Et genre, par exemple, il me semble que c'est possible d'avoir un permis de travail sous condition. Que si tu décroches le boulot, donc le permis t'est livré et tu peux venir et travailler. Donc, l'essentiel, ce sont des permis temporaires de 6 mois minimum. Parce que moi, je suis passé dans ce processus-là. Par ricochet, rapidement, j'ai toujours eu l'opportunité de raconter mon histoire ici. Moi, je suis venu avec un permis de résident italien. Et quand il y a une différence entre permis de résident et titre de séjour. Donc, nous n'allons pas rentrer encore dans les détails ici. Ceux qui savent, il y a beaucoup déjà savent la différence. Un permis de résident qui m'a permis de décrocher mon premier boulot et avec ce contrat de travail, l'immigration m'a octroyé un permis de travail temporaire de 6 mois.
Et j'ai traîné cela, j'ai dû renouveler une fois avant de décrocher un CDI ici, qui m'a permis maintenant d'avoir le permis de résidence suédois. Voilà. Et c'est avec ce permis de résidence suédois que tu as l'opportunité d'avoir leur numéro de sécurité sociale. Maintenant, le numéro de sécurité sociale, c'est le plus important que le permis de séjour. C'est ça, c'est le plus important. Et dans mon cas, pour le numéro de sécurité sociale, on a fait la demande du numéro dans la même période où j'ai fait la demande du permis de travail.